Toujours à la page, écho des meilleurs feuillets et garant du lien, c'est Combat Futur, c'est au pluriel et c'est un podcast de son commandement. Nous recevons le chef d'escadron Olivier Ozotte, stagiaire à l'école de guerre, rattaché au comité Stratcom et tout particulièrement à la sous-direction édition-publication. Mon commandant, bonjour. Bonjour lieutenant. Alors comment se retrouve-t-on étudiant et éditeur à la fois ? Alors, c'est une bonne question. Alors, je ne suis pas tout à fait éditeur. Comme vous l'avez dit, je suis au sous-comité édition de l'école de guerre. Alors, étudiant, alors j'ai pas fait que ça dans ma vie. On rentre à l'école de guerre par un concours qui se passe après ce que l'on appelle notre première partie de carrière, dans l'armée de terre en tout cas. Et auparavant, j'ai fait Saint-Cyr, l'école de cavalerie, puis j'ai servi en régiment de cavalerie, plus particulièrement en régiment Leclerc, au premier régiment de chasseurs, où j'ai été successivement chef de peloton et j'ai commandé un escadron. Et après ce temps de première partie de carrière, j'ai été affecté à Paris, d'ailleurs à l'époque au CDEC puis au CCF, où j'ai préparé le concours de l'école de guerre que j'ai eu. Et c'est à ce titre-là, pour préparer une deuxième partie de carrière, qu'on se retrouve effectivement un petit peu sur le banc des étudiants pour apprendre d'abord dans le cadre de l'armée de terre avec l'école de guerre terre, puis dans le cadre interarmé où je suis actuellement avec l'école de guerre, le cadre opératif, le cadre stratégique et le cadre interarmé pour se préparer à des emplois futurs de haute responsabilité ou de commandement. Alors, l'école de guerre, c'est assez unique au monde parce qu'il y a énormément de nationalités. Oui, tout à fait. Alors, l'école de guerre française, il faut comprendre un petit peu son héritage. Le premier nom de l'école de guerre vient d'après la défaite désastreuse de 1870, où on a créé une école de guerre, mais pour ce qu'on appelait à l'époque l'armée, c'est-à-dire l'armée de terre, pour former les cadres à des processus d'état-major assez rodés, qui s'étaient avérés extrêmement défaillants dans la campagne de 1870. Et en fait, les autres armées, donc la marine puis l'armée de l'air, quand elle a été créée, ont créé leurs propres écoles de guerre, qui s'appelaient généralement centres d'études stratégiques. Et tout ça est resté un petit peu par armée. Et après la guerre du Golfe, qui a eu lieu en 91, donc je crois en 1993, on a créé une structure d'école de guerre interarmée, qui s'appelait avant Collège interarmé de défense, qui est maintenant l'école de guerre, et qui permet donc ce que je vous ai dit, c'est-à-dire cette réflexion de niveau stratégique, de niveau opératif également, mais dans un cadre interarmé. Et ça, pour le coup, effectivement, c'est assez unique. À titre d'exemple, je ne crois pas me tromper en disant que les Américains ont un vernis interarmé dans leurs écoles de guerre, mais que leurs écoles de guerre, elles, restent par armée. Voilà. C'est assez intéressant dans l'histoire de se rendre compte que généralement c'est en apprenant de ces défaites qu'on réforme avec notamment des structures d'enseignement qui changent. Nous, c'est après 1870 face aux Prussiens. Il est intéressant de savoir que les Prussiens, eux, ont créé leur école de guerre après 1806, après leur défaite d'Iéna. Donc on apprend de ces défaites et on se réforme pour être meilleur la fois suivante. Mais effectivement, l'école de guerre, en plus de ce que je viens de vous dire, c'est un fort potentiel de rayonnement pour l'armée française. C'est vraiment une institution dans l'armée française. Il y a à l'heure actuelle un peu moins de 380 officiers français, 43 nationalités d'officiers étrangers et 40 auditeurs civils. Une grande partie dans l'industrie de défense, mais également autre chose. Donc c'est vraiment un creuset interministériel, mais aussi public-privé et international. Et mon commandant, alors pourquoi avoir choisi tout particulièrement l'édition ? Alors, c'est effectivement quelque chose qui m'intéressait. Pourquoi ce comité-là ? Alors, il y a plusieurs comités qu'on peut choisir à l'école de guerre. Certains se spécialisent sur un compétiteur, d'autres se spécialisent sur un aspect peut-être plus technique, l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Moi, j'avais choisi, je voulais aller au comité Stratcom et singulièrement au sous-comité édition pour essayer de me faire une idée de ce qui peut être apporté aujourd'hui par l'édition à la pensée stratégique. Et puis, je me suis dit que c'était aussi une très bonne occasion, tout simplement, de continuer à faire ce qu'on nous demande à l'école de guerre, c'est-à-dire lire, s'imprégner de la pensée stratégique, qu'elle soit passée, contemporaine ou de prospective, de façon à pouvoir anticiper le mieux possible la mission des armées, c'est-à-dire la prochaine guerre. Et ça, pour le faire correctement, pour bien travailler au profit de cette pensée stratégique, opérative et tactique, il faut s'imprégner de ce qui existe. Alors, c'est le rôle de ces éditions, mais quel est le style ? Alors, le style de ces éditions, il est triple. Il y a
grosso modo 3 types d'ouvrages qu'on peut avoir, mais il faut bien comprendre que c'est une édition qui n'engage pas l'armée, qui engage son auteur. Et ça, c'est très précieux. Donc c'est des éditions qui ont été créées il y a à peu près 8 ans par l'amiral Finaz quand il commandait l'école de guerre. Et pourquoi c'est précieux? Parce que ça permet de ne pas se brider. Les ouvrages qui peuvent être publiés sont des ouvrages qui soit apportent des éléments de réflexion au niveau stratégique, pour la France aujourd'hui, au niveau de la pensée stratégique, soit des ouvrages qui apportent un éclairage nouveau sur le fait militaire, que ce soit d'un point de vue philosophique ou anthropologique, soit des ouvrages qui sont des textes historiques, réédités dans des versions modernes, et qui permettent tout simplement de ne pas oublier. C'est-à-dire d'éviter de réinventer l'eau tiède, que ce soit du point de vue opératif ou stratégique, et encore une fois de s'inspirer de ce qui a été fait, bien fait ou mal fait. Il y a aussi parfois des ouvrages qui sont sur des défaites, qui ont été publiés par les éditions de l'école de guerre, mais qui nous permettent d'apprendre et de ne pas perdre notre mémoire. Je crois qu'il y a même un ouvrage sur Dien Bien Phu. Il y a un ouvrage sur Dien Bien Phu, tout à fait. Qui peut être assez dur. Qui est assez dur pour l'armée française. Mais l'armée française ne peut pas mettre d'œillères. C'est-à-dire que c'est pour ça, entre autres, qu'on relit deux textes essentiels assez régulièrement, qui sont L'étrange défaite de Marc Bloch et le drame de 40 du général Beaufre, qui sont durs à lire. Enfin, faut être honnête, qui sont même un peu des brûlots quelque part. Mais en fait, les lire, voir les erreurs qui ont été commises, c'est probablement le meilleur moyen de nous prémunir de les commettre à nouveau. Donc, parmi les auteurs que vous mettez en avant, des personnalités extérieures, peut-être aussi une irrigation par les stagiaires eux-mêmes? Tout à fait. Il y a de tout. Soyons honnêtes, il y a de tout. Mais il y a beaucoup de stagiaires ou d'anciens stagiaires de l'école de guerre, des officiers français, mais il y a aussi des ouvrages qui sont anglophones, qui, soit parce que c'est lié au sujet d'études qu'ils ont étudié justement à l'école de guerre, soit parce que c'est quelque chose qu'ils ont étiré avec le temps après, publient chez nous. Ils publient parce que soit l'ouvrage a un intérêt par rapport aux trois thèmes que je vous ai donnés tout à l'heure, soit parce que, comme je le disais, le début de cette réflexion a commencé à l'école de guerre. Il y a une forme de fidélité aussi. Un officier cette année a republié un livre sur Sun Tzu. Et il me l'avait dit, on en avait un petit peu discuté, il m'avait dit que comme la graine avait été un petit peu semée à l'école de guerre, il se sentait une forme de devoir vis-à-vis de l'école de guerre de republier chez elle, parce que en fait c'est là que tout avait commencé, la passion qu'il avait eue lui, à titre personnel, pour Sun Tzu. Donc vous n'hésitez pas à relire, dans le sens de relecture, voir ce que ça donne aujourd'hui des auteurs classiques. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a vraiment, à mon avis, un vrai enjeu là-dessus, qui est de ne pas perdre notre mémoire. On sait que les Américains à l'école de guerre lisent énormément Clausewitz, Jomini, Sun Tzu, enfin, voilà, il y a un substrat qu'il ne faut pas perdre. À mon avis, c'est absolument essentiel, parce que si jamais on oublie ce qui s'est passé avant, c'est le meilleur moyen de faire un tabula rasa néfaste et un peu mortifère, et de se planter dans les grandes largeurs. Et donc nous, on aime bien effectivement rééditer. C'est un des grands projets de cette année, en complément de la biographie du général Beaufre, qui a été faite par le général de division Pierre. Eh bien, on va republier cette année, c'est actuellement dans nos tuyaux, 3 ouvrages du général Beaufre. Le fameux Introduction à la stratégie, que les stagiaires de l'école de guerre connaissent bien, en particulier celle de l'armée de terre, puisqu'il est obligatoire à lire avant de passer le concours, et une déclinaison des 2 derniers chapitres, enfin des chapitres à la fin d'Introduction à la stratégie du général Beaufre, qui sont stratégie de l'action et dissuasion et stratégie. Et en fait, il faut comprendre ces 3 éditions qui devrait avoir lieu en un seul volume, si tout se passe bien, comme une espèce de complément à Introduction à la stratégie qu'on connaît tous très bien, c'est-à-dire comme explication des derniers chapitres un peu
peut-être un peu léger dans le cadre de la prospective de Introduction à la stratégie, qui est l'ouvrage majeur du général Beaufre que la plupart des gens connaissent. Avec cet intérêt tout particulier du général Beaufre, c'est qu'il a connu aussi bien le Maroc en 1925, le second conflit mondial, ou encore l'Indo, l'Algérie, et Suez, tout à fait. On oublie souvent, et puis la stratégie nucléaire française. Tout à fait. Alors c'est tout à fait ça, et votre point nous ramène un petit peu au début de cette conversation, c'est-à-dire que c'est vraiment l'expérience, alors en l'occurrence pour le général Beaufre, assez traumatique, des officiers, mais aussi des civils, je repense à Marc Bloch là-dessus, qui poussent à la réflexion et qui poussent à vraiment une volonté farouche en ce qui concerne le général Beaufre, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de trouver des solutions. Et effectivement, le général Beaufre, il est marqué par les guerres coloniales avant la Seconde Guerre mondiale, il est marqué par le fait qu'il occupe des postes, mais vraiment à des endroits stratégiques pendant la campagne de France et un peu avant. Il est d'abord au Grand État-Major, pas très loin de Gamelin. Il est ensuite avec la mission militaire qui cherche désespérément un accord avec l'Union soviétique pour contraindre l'Allemagne à deux fronts, ce qui est le meilleur moyen finalement d'avoir une échappatoire à la Seconde Guerre mondiale et puis du coup une capacité de vaincre sur l'Allemagne. Il n'y arrive pas, il explique pourquoi. Et il explique pourquoi ça ne marche pas. Et là encore une fois, il y a une vraie question sur la grande stratégie, c'est-à-dire sur la capacité du décideur politique à donner des orientations suffisamment claires pour qu'on puisse les mettre en œuvre, et sur le lien entre l'armée et le pouvoir politique. Il se retrouve à côté du général Weygand pendant la campagne de France, après avoir été avec le général Gamelin. Donc il voit cette conduite très compliquée, très difficile. Il voit des chances qui leur échappent, notamment avec la mort du général Billotte. Il faut lire le livre pour s'en rendre compte. Et puis, donc ça c'est véritablement une expérience traumatisante. Un de nos professeurs à l'école de guerre nous dit régulièrement, il faut comprendre que c'est le moment où, pour le pouvoir politique et les autorités militaires, la France peut disparaître. Et ça, le fait que la France peut disparaître, ça ne peut plus arriver. Et comme ça ne peut plus arriver, il faut réfléchir à la manière qu'il faut employer pour que ça n'arrive plus. Ensuite, effectivement, il a l'expérience de... Alors, il est attaché à Delattre, qui le marque énormément au général Delattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il y a Suez en 1956, où là, il voit cette espèce de victoire tactique opérative qui n'aboutit pas, parce qu'il y a à côté des puissances nucléaires qui font pression, également du point de vue monétaire. Et c'est là qu'il comprend, mais comme beaucoup de gens, comme le pouvoir politique à ce moment-là, pour exister, il faut être doté d'une puissance nucléaire. Et il y réfléchit. Voilà. Et c'est effectivement l'intégralité de ces expériences qui sont passées. Alors on pourrait se dire de prime abord, mais quel intérêt de relire un auteur aussi lointain? En fait non, parce qu'on voit que ces traumatismes, ces expériences passées sont ce qui ont poussé vers des décisions qui sont censées aujourd'hui les empêcher, sur lesquelles il convient toujours de réfléchir, mais qu'on ne peut pas oublier. Alors, on a compris que ces éditions s'appuient beaucoup sur le mode historique, mais pas que, puisqu'il y a aussi la géographie qui rentre en compte, et particulièrement avec un ouvrage qui a, je crois, tous les 2 ans un succès assez exceptionnel. C'est vrai, c'est l'Atlas de l'école de guerre, qui est notre meilleure vente, effectivement, on peut le dire. L'école de guerre, les éditions de l'école de guerre vendent entre 1500 et 2000, un peu plus de 2000 ouvrages par an. Et cet atlas, oui, c'est un grand succès. Alors, c'est un ouvrage collégial, c'est-à-dire que les stagiaires travaillent dessus, plusieurs stagiaires travaillent dessus. Il est remis à jour tous les 2 ans, effectivement, et il a pour objectif, à travers des cartes, à travers des textes, de donner d'une manière qui ne peut pas être exhaustive, mais la plus complète possible, un panel des problèmes stratégiques qui sont dans le monde, un petit peu à la manière de ce que fait le Dessous des cartes, avec son atlas, qui est également publié, et qui explique ces enjeux plutôt d'intérêt militaire, plutôt d'intérêt stratégique, et qui en profite d'ailleurs pour diffuser la vision de la France, le positionnement de la France à travers ces enjeux. C'est généralement par prisme soit de thèmes, est-ce qu'on parle du cyber, de l'intelligence artificielle, du nucléaire, c'est par prisme géographique, est-ce qu'on parle de la région sahélienne, des fonds marins, du Grand Nord, ce genre de choses. Et à chaque fois, c'est aussi une occasion de rappeler, et c'est quelque part un peu pédagogique, didactique, comment la France se place, se positionne par rapport à ces enjeux stratégiques. Alors, je crois que vous allez même peut-être éditer du graphique
avec de la bande dessinée Alors, possible, ça? c'est un projet. Alors, le projet en est vraiment assez balbutiement aujourd'hui. Mais effectivement, il y a cette idée, il y a cette volonté que nous avons qui correspond en particulier aux 150 ans de l'école de guerre, alors avec ce double héritage, école de guerre, terre, école de guerre, d'arriver à produire une bande dessinée sur l'histoire de cette école. Voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais effectivement, la maison d'édition sur laquelle on s'appuie, donc sur le point de vue technique, sur l'impression, est en capacité de le faire, donc on espère y parvenir, sachant que, vous l'avez dit, il y a un grand travail de préparation, de relecture, de validation, puis de mise à la presse, qui est tout de même dans l'édition assez long, et en moyenne, il faut bien le comprendre, 1 à 2 ans entre vraiment le premier jet qu'on reçoit et le moment où ça sort sous presse, exactement. On peut peut-être parler, pour terminer, d'ouvrages encore plus disruptifs. Je crois que vous avez eu peut-être un ouvrage sur la désobéissance, un autre aussi sur le rôle des femmes. Tout à fait, oui. Alors ça, pour moi, c'est très intéressant parce que ça montre que les éditions de l'école de guerre, à travers ces collections, cherchent à s'enrichir, ne cherchent pas uniquement à penser de la doctrine. C'est intéressant parce que c'est d'ailleurs quelqu'un qui ouvre un livre des éditions de l'école de guerre, ça commence toujours par le même avertissement entre guillemets, c'est-à-dire dire cette édition est faite pour enrichir la pensée stratégique. Elle n'engage que l'auteur, elle n'est pas un acte de rayonnement de la doctrine des armées. La doctrine des armées, elle rayonne par d'autres moyens. On explique la doctrine officielle par plein de moyens. Là, c'est de l'enrichissement, et à mon avis, c'est essentiel. Et effectivement, dans ce cadre-là, il y a Madame Pauline Ambrogi qui a écrit un livre, moi, qui m'a plus marqué, enfin, qui m'a particulièrement marqué, Mère et paix, mère, donc les mères de famille, avec un S et paix. Et c'est un livre sur le rôle singulier des femmes dans la paix et dans le monde. Elle en a rencontré 75 à travers le monde. Et c'est des femmes qui soit ont été victimes de la guerre, victimes des violences de la guerre, parfois victimes de violences tout court, parfois victimes de rien du tout, mais décidées à s'engager dans la paix à travers des institutions. Et ce livre est très intéressant parce qu'il cherche à expliquer le rôle singulier des femmes, qui sur les 75, si je me rappelle bien, ne sont pas toutes mères d'ailleurs, mais la plupart si. Et comment est-ce que la manière dont elles, chose assez intéressante par exemple, dont elles gèrent la paix dans leur foyer, peut influencer la manière dont, à un autre niveau de responsabilité, ou simplement à un autre niveau de réflexion, eh ben, elles envisagent ce lien à la guerre, ce lien à la violence et ce lien à la paix dans la société. Cet ouvrage, pour moi, alors à titre personnel, je l'ai beaucoup aimé, mais pourquoi c'est intéressant? Parce que vraiment, on est sur quelque chose qui, comme ça, de prime abord, paraît très loin de quelque chose qui s'appelle les éditions de l'école de guerre. Mais la guerre n'est pas qu'une affaire militaire, c'est une affaire de défense, c'est une affaire de nation, c'est une affaire de société. Et à ce titre, je pense que le rôle de ces éditions, il est parfaitement rempli. Il est là vraiment pour s'inspirer de chacun, pour s'inspirer d'idées qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. Cette réflexion sur la désobéissance dont vous parliez tout à l'heure, c'est un officier de marine qui a écrit et qui a fait une comparaison qui est quand même très sensible, qui est de comparer la désobéissance des forces françaises libres, et singulièrement des compagnons de la libération, entre 40 et 44, et la désobéissance des putschistes de la guerre d'Algérie, et d'essayer d'analyser les ressorts du militaire qui désobéit. Pourquoi il le fait? Quelle est sa conviction? Ça, c'est des idées qui peuvent être dérangeantes dans certains cas. On parle dans un cas de sauver l'honneur de la France, et dans l'autre de ce qui a été une trahison. Et du coup, tout ça, ça enrichit la pensée. Et ces réflexions, et on pourrait effectivement terminer sur cette réflexion sur la désobéissance, peut-être que ça irrite un peu d'y penser, de les relire, de voir ce qui n'a pas fonctionné, mais en fait, il vaut mieux y penser avant. Parce que le jour où les événements se déclenchent, où c'est la guerre, il est trop tard pour penser. On est dans l'action. Et à mon avis, à ce titre-là, cet enrichissement, les éditions de l'école de guerre, c'est le remplissent, enfin le donnent à penser de façon très intéressante. D'autant plus que vous êtes quasiment des éditeurs de science-fiction. Non, prospective. Oui, tout à fait. Il y a de la prospective aussi. Nous avons également dans les projets actuels un livre qui s'appelle Orage d'octet et qui, à travers, si je me souviens bien, 9 nouvelles, 9 scénarios qui font un petit peu, scénarios on devrait dire d'ailleurs, qui font un petit peu penser à ce que faisait la Red Team avant, donne
donne à réfléchir sur à quoi pourrait ressembler un engagement, particulièrement ici un engagement dans le champ cyber. Et ça aussi, ça nous aide à penser, ça nous aide à imaginer des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées tout seul, et du coup à trouver les moyens de court terme, de moyen terme, de long terme, pour se prémunir de menaces qu'on n'aurait peut-être pas envisagées classiquement. Merci, chef d'escadron Ozot, de nous avoir délivré une partie du savoir des éditions de l'école de guerre, loin d'être de vieux grimoires sur des idées de naguère. C'était une balado-diffusion quasi éponyme du commandement du combat futur, collecte de sons, rayonnement de connaissances dans vos pavillons.